Alors, la première question demandée, c'est d'exprimer la vitesse du mobile au point M. Maintenant, ici, on connaît la vitesse au point A, parce qu'on connaît puisque le mobile a été lancé à 1 avec vitesse initiale. Donc, à partir de là, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et M. Donc déjà pour ce qui est du point mobile, donc on est au point M, il est soumis à son poids P et la réaction R. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et M. Maintenant, l'énergie cinétique concernant, on présente d'abord le poids P et la réaction R. La réaction R, elle est perpendiculaire par rapport à la trajectoire, donc son travail est nul. Maintenant, le travail du poids P sera égal à MGH. H sera égal à la distance OE. Avec OE ici sera égal à cosinus R cosinus θ, puisque quand vous prenez le triangle OEM, c'est un triangle rectangle en E. Donc pour avoir cette distance-là, vous pouvez appliquer le cosinus. On est d'accord? Alors on trouve ceci. Et à partir de là, donc je tire la vitesse au point M. On y est. Donc on trouve ça, de vitesse de M égale à la racine carrée donc de VA au carré plus 2R cos θ, puisque R cos θ, c'est la distance OE, c'est-à-dire la hauteur séparant entre le point E, le point A et le point M. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'en déduire maintenant la vitesse du mobile au point B. Maintenant, au point B ici, la valeur de l'angle θ est nulle au point B ici, parce que vous voyez, lorsqu'il décrit cet arc-là arrivé au point B, donc cet angle-là va se réduire à 0. On est d'accord? Alors, à partir, lorsque le mobile traverse le point B, θ égale à 0. Alors, on trouve ceci. La vitesse sera égale à VA plus 2GR. Alors, l'application numérique, ça vous donne ici 6,7 mètres par seconde. Alors, question suivante, c'est d'exprimer la réaction R maintenant donc au point M ici. Non, pour ce faire, nous allons présenter d'abord la base défrénée, puisque nous avons un mouvement qui est circulaire. On est d'accord? Alors, la base défrénée, nous avons là la base défrénée qui est Tn. Donc, T toujours tangente à la trajectoire. Maintenant, comme la réaction R est dirigée donc est centripète, alors N aussi sera centripète. On est d'accord? Alors maintenant, on va utiliser le théorème de centre d'inertie pour déterminer cette réaction. Appliquons. Maintenant, TCI, nous avons le poids P plus R égale à MA. Maintenant, on va projeter suivant l'axe N. Donc, l'axe N sera quoi? C'est l'axe porté par la réaction R. On est d'accord? Dans ce cas-là, on verra que le poids P sera moins mg cosinus, parce que le poids P est ici. Il faut projeter ce poids vers l'axe N. Et lorsque vous projetez, vous voyez bien que cos θ est égal à P. On est d'accord? Égal à moins. On est d'accord, non? Cos θ. Quand vous prenez cos θ égal à quoi? Égal à cette distance-là, égal à Pn sur P. Donc, dans ce cas-là, vous aurez que P, on aura la valeur projetée suivant N, ça sera Pn égal à moins P cos θ. C'est ce que j'ai ici. Moins P, c'est mg, mg cos θ plus Rn. Maintenant, la valeur de A, c'est An. On est d'accord? Mais An, on a vu en cinématique que An égale à la vitesse au carré sur R, sur le rayon. Raison pour laquelle j'ai ici, la vitesse, c'est la vitesse au point M, sera Vm au carré sur R. Donc, à partir de là, vous allez tirer la valeur de R, Rm. Et maintenant, il faut remplacer cette fois-ci la norme de la vitesse Vm. On l'a ici. Vous voyez, il faut juste élever ça au carré. Et vous aurez ceci. Maintenant, je vais donc calculer G cos θ plus 2G cos θ. Maintenant, je peux avoir ici 3G cos θ. On est d'accord? Et là, voilà l'expression de la réaction au point M. Maintenant, on nous demande encore d'en déduire la réaction, cette fois-ci, au point B. Maintenant, au point B, on est tous d'accord que la valeur de θ est égale à 0. On est d'accord? Cos θ égale à cos de 0 est égal à 1. Donc, on aura 3G plus V carré VA au carré sur R. Et voilà ce que nous avons. Voilà, maintenant, vous pouvez faire l'application numérique et ça va vous donner 5,5 newtons. Question suivante. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur de l'intensité F sur le tronçon BC. Alors, on sait que le mobile arrive en C avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Dans ce cas, on va appliquer, puisqu'on connaît la vitesse au point B, on y est. V au point B est égal à 6,7 mètres par seconde. On va appliquer le théorème de la cinétique entre B et C. On est d'accord? Là, on aura ceci.
Alors, place d'abord les forces. La force de frottement doit toujours s'opposer au mouvement donc, du mobile. Alors, on va appliquer notre théorème. Alors, maintenant, le travail du poids P plus le travail du R est égal à 0 puisque les deux forces sont perpendiculaires par rapport à la trajectoire. On est d'accord? Donc, ça va nous rester moins F fois BC. Donc, on aura ceci. Et à partir de là, vous pouvez effectivement tirer la valeur de F qui sera égale à valeur de M facteur de VB au carré moins VC au carré sur 2BC. Puisque ce moins-là va se multiplier ici, membre à membre. Donc ici, là où il y avait moins sera plus, et là où il y avait plus sera moins. Raison pour laquelle j'ai ici. Alors à partir de là, vous pouvez faire l'application numérique. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Maintenant, question suivante. On demande de déterminer la nature du mouvement donc, sur la piste horizontale. Donc, pour connaître la nature du mouvement donc, du mobile sur la piste horizontale BC, il faut maintenant avoir la valeur de l'accélération. On y est. Donc, on va appliquer le théorème de centre d'inertie sur le tronçon BC. On aura ceci. Donc, on aura la force de frottement plus la réaction plus mg est égal à ma. Maintenant, on va projeter cette réaction vectorielle donc, sur l'axe x ici. X' là, on y est. Alors, la force de frottement toujours s'oppose, donc on aura poids P égale à 0 puisque il n'a pas de composante suivant x. Et R aussi non plus. Donc, on va voir ceci. Donc, moins F est égal à ma, et donc on aura que l'accélération est égale à moins 3,3 mètres exposant moins 2. Alors, on voit bien que l'accélération donc est négative. Alors, on peut déduire que le mouvement du mobile dans le tronçon BC est un mouvement qui est uniformément décéléré. On est d'accord. Maintenant, question suivante, c'est de déterminer la durée, donc la durée mise par le mobile pour parcourir le tronçon BC. Alors, pour calculer cette durée, on connaît déjà la vitesse au point B, on connaît la vitesse au point C. Alors, on va appliquer la variation de la vitesse entre B et C est égale à A fois delta T. On y est. Alors, on a la variation de la vitesse, c'est-à-dire vitesse finale moins la vitesse initiale est égale à A fois T. On y est. Donc, on termine la durée TBC et ça nous donne ici 0,25 secondes. Question suivante, c'est d'énoncer le théorème d'énergie mécanique. Alors, pour ce qui est de l'énergie mécanique, ça, ce n'est pas un problème. Hein. La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux de force non conservatifs. D'accord, non conservatif. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, ce que nous demande, c'est de déduire cette fois-ci l'énergie mécanique au point B. Alors ici, au point B, vous voyez, au point B, le mobile, ici, l'énergie potentielle est nulle. Alors, l'énergie mécanique au point B correspond à l'énergie cinétique au point B. Donc, ça, on trouve combien? 2,25. Maintenant, au point C, c'est toujours la même chose puisque le tronçon BC, c'est un tronçon qui est horizontal. Alors, l'énergie potentielle est nulle entre les deux points. On y est. Alors, l'énergie mécanique aussi au point C sera pareil. Elle sera égale aussi à l'énergie cinétique au point C. Donc, la vitesse au point C, c'est une vitesse qui est de 5 mètres par seconde. Alors, vous pouvez avoir l'énergie mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque très bien qu'il y a diminution de l'énergie mécanique donc, au cours du temps, n'est-ce pas? Lorsque le mobile quitte le point B en point C, vous voyez que l'énergie mécanique donc, a diminué de combien? De 1 joule. On avait 2,25, maintenant on est à 1,25. Donc il y a donc une diminution de 1 joule durant les 0,52 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut tout simplement dire que nous avons une diminution de l'énergie mécanique. Bon, cette diminution, elle est due par rapport à quoi? C'est bien entendu, elle est due par rapport à la force de frottement. Donc, à partir de là, on peut caractériser que ce système, c'est-à-dire le mobile fait sur le tronçon BC, nous avons un système qui peut être caractérisé comme étant un système dissipatif parce qu'il perd de l'énergie. Alors, maintenant, pour ce qui est de la question suivante, déterminer l'équation cartésienne, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire. Alors, pour ce faire, avant de commencer, il faut tout d'abord repérer le repère que vous êtes en train d'étudier. Alors, déjà, lorsque le mobile quitte le point C, il va avoir une chute libre ici. Vous voyez, il va avoir un mouvement de chute libre. Maintenant, cette chute libre-là, cette chute va dépendre des conditions initiales. Maintenant,
Tout d'abord, lorsque vous regardez le point C, on voit bien qu'à l'instant t égale à 0 ici, la vitesse au point C est une vitesse qui est horizontale, portée par l'axe X. Dans ce cas, vous allez écrire les conditions initiales d'abord, c'est-à-dire que V, le vecteur vitesse, donc à l'instant t égale à 0, et aussi le vecteur position à l'instant t égale à 0. Vous voyez, je peux le faire vite fait. Donc, voilà, vous pouvez appliquer le terme de santé, vous me montrer que l'accélération est égale à l'accélération du système est égale à l'accélération du champ de P pesanteur. Et à partir de là, donc, vous voyez, ici, j'ai le vecteur vitesse à l'instant t égale à 0. On voit bien que VC donc, est égal à VC porté par X, on est d'accord. Et V par rapport à Y est nul, puisque cette vitesse, elle est donc matérialisée par l'axe X. Dans ce cas, on peut déduire aussi que le vecteur position aussi à l'instant t égale à 0, c'est 0, 0, puisque c'est l'origine du repère, c'est C. C'est CX, c'est Y. Maintenant, comme on sait qu'on a que la vitesse VCX égale à VC, et VCY égale à 0, et maintenant, on va projeter cette fois-ci le vecteur accélération. Alors G, on voit bien que G se dirige vers le bas, et Y aussi vers le bas. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Donc, A est égal à G. AY égale à G, on est d'accord? AY est égal à G. Maintenant, le cas où Y a été orienté vers le haut, on aurait à voir AY est égal à moins G. Hein. Tout dépend de l'orientation de l'axe des Y. Maintenant, comme AX égale à 0, on peut tout simplement déduire que le mouvement donc, du mobile est uniforme suivant X, suivant l'axe X. Et il est uniformément donc varié suivant l'axe des ordonnées, ou bien accéléré, l'un des deux. Maintenant, à partir de là, comme le mouvement ici est uniforme suivant X, donc la valeur de X sera égale à VCT, puisque c'est l'équation des mouvements uniformes. Maintenant, pour ce qui est de Y, sera 1 demi de AT, avec A est égal à AG. On est d'accord? Donc, on aura 1 demi GT carré. Donc, à partir de là, on a vu en cinématique que lorsque vous avez les coordonnées cartésiennes d'un point matériel dans la base cartésienne, comment faire pour déduire l'équation de la trajectoire? Bien entendu, il faut tout simplement tirer le temps t, vous allez remplacer ici, et puis vous aurez ceci. Donc l'équation de la trajectoire, donc c'est de la forme égale à 0,2 yx carré. On y est. Maintenant, cette équation qui est là, c'est une équation, c'est quoi? C'est un arc de parabole, on est d'accord, non? Des concavités tournées vers le bas, puisque là, déjà, va s'orienter le même sens que l'axe Y. Hein? Donc, je peux le dessiner. Je peux avoir ceci, par exemple. Ouais. Voilà, j'ai ceci. Donc, là, c'est la trajectoire du mobile dans le tronçon, dans la base cartésienne CX, CY. Alors maintenant, donc, vous avez vu que ce n'est pas du tout compliqué. Hein. Maintenant, la question suivante, c'est de déterminer la distance CD. Donc, on cherche cette distance-là, distance CD. On connaît l'équation de la trajectoire. Donc, ce que nous allons faire, c'est de déterminer les coordonnées du point D et ensuite déduire cette distance. Alors, D est un point d'impact. On est d'accord. Donc, si D est un point d'impact, alors, on va déterminer d'abord l'équation de la droite RD. Qu'est-ce qu'on va faire? Si nous avons l'équation de la droite RD, on peut l'intercepter donc avec l'équation de la courbe, de la trajectoire, pour avoir les coordonnées du point d'intersection qui est le point D. Alors pour ce faire, déterminons d'abord l'équation de la droite RD. Donc RD a pour équation AX plus B. B ici étant l'ordonnée à l'origine. Ici, pour nous, ça vaut égal à, ça nous vaut combien? Ça vaut égal à 2. Voilà, ça vaut égal à 2. Maintenant, A ici étant le coefficient directeur. Lorsque vous regardez, on peut prendre à partir de là. Donc, ce coefficient directeur est égal à quoi? C'est égal à la valeur de cette variation qui est ici sur cette variation. Maintenant, cette variation sur cette variation correspond à la tangente de l'angle 45 degrés. Ça nous donne ici est égal à 1. Donc, on peut déduire donc que l'équation de la droite RD, donc après équation y est égale à x plus 2. Maintenant, on peut tracer l'allure de la courbe du mobile. Maintenant, le point D, la courbe du mobile et la droite RD vont
être donc va avoir comme point d'intersection le point D. Maintenant, pour trouver ces coordonnées, nous allons égaliser l'équation de la trajectoire avec l'équation de la droite. On y est. On va résoudre ceci. À partir de là, on va déterminer effectivement, lorsque vous transposez x plus 2 vers l'autre membre, vous aurez 0,2 x carré moins x moins 2 égale à 0. C'est ce que j'ai ici. Alors, vous déterminez le discriminant. Et maintenant, il faut savoir que la solution à retenir, ça sera une solution qui sera x, qui sera positive. On est d'accord? Une solution positive, bien sûr, pour ce qui est de x. Parce que, lorsque vous regardez ici, en projetant D vers l'axe d'abscisse, on voit bien qu'on trouve un abscisse qui est positif. Donc, la valeur négative de x, c'est à rejeter. On est d'accord? Donc, 1 moins 1,45, déjà, c'est une valeur qui sera négative, c'est à rejeter. 1 plus, ça sera une valeur qui sera positive. Donc, on va prendre le 1 plus 1,47 sur 0,4. On est d'accord? Parce que si vous prenez le moins, on va voir un nombre qui sera négatif. Et là, on n'a pas besoin donc d'une valeur négative puisque le xd donc, a une valeur positive ici, ce que vous projetez. Donc, seules les valeurs positives sont à accepter. Donc, raison pour laquelle ici, j'ai pris pour ce qui est des positifs. Donc, j'aurai 1 plus 1,47 sur 0,4 et je trouve un abscisse de 6,17 mètres. Alors, pour trouver l'ordonnée, je peux remplacer xd pas dans cette équation ou bien sur l'autre équation. À vous de choisir. Hein. Moi, par exemple, je vais remplacer ici. Et j'aurai yd est égal à ici à 8,17 mètres. Et à partir de là, je peux maintenant, de cette fois-ci, déduire la distance CD que je cherche. Il faut bien savoir que c'est l'origine du repère. Dans ce cas-là, ses coordonnées, c'est 0, 0. On y est. C'est la raison pour laquelle j'aurai xd carré plus yd au carré. Donc, effectivement, je trouve 10,23 mètres. Maintenant, question suivante. C'est en déduire encore, cette fois-ci, trouver, mais cette fois-ci, la vitesse du mobile au point D. Alors, pour ce faire, je prends d'abord le vecteur position. Alors, déjà, ça, j'ai le vecteur position instantané qui évolue en fonction du temps. Et à partir de ce vecteur, on l'avait déjà établi dans la question numéro 3.1, donc je peux cette fois-ci en déduire le vecteur vitesse correspondant. Parce que la vitesse, on va dériver de x par rapport au temps. Et pour vy, je vais dériver de y par rapport au temps. Si je dérive ici, je trouve vc. Je dérive encore ici, je trouve gt. On y est. Alors, je vais prendre ceci encore. On sait cette fois-ci qu'au point D, x au point D, on connaît x au point D, n'est-ce pas, est égal à 6,17. Et à partir de là, je peux remplacer ici en disant que xd est égal à vc et vc td. Maintenant, je trouve le temps td ici. Et après, je vais remplacer ce temps ici. Et là, lorsque je remplace ce temps, je peux avoir les coordonnées du vecteur vitesse au point D. Et à partir de ces coordonnées, vous pouvez cette fois-ci en déduire la norme du vecteur vitesse vd au point D. On y est. Allons-y, on va répondre vite fait. Donc, déjà, vous trouvez le temps td. Ensuite, vous allez le remplacer ici. Et voilà, vous trouvez les coordonnées du vecteur vitesse au point D, en remplaçant le temps td par sa valeur. On y est. Et donc, vous pouvez maintenant déduire la norme qui est de vdx au carré plus vdy au carré, c'est-à-dire 5 au carré plus 12,3 au carré. Et vous trouverez la valeur suivante. Maintenant, la question suivante, c'est de calculer l'énergie mécanique du système mobile donc au point D. Maintenant, pour ce faire, moi, pour ne pas me fatiguer, hein, je vais simplement dire que l'énergie mécanique au point D égale à l'énergie mécanique au point C. Parce que entre C et D, il n'y a pas de frottement. Donc, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. On est d'accord? Et donc, je peux écrire ceci. Hein. Mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Mais moi, pour ne pas trop faire des calculs, mais je vais vous dire ce que vous allez faire. C'est quoi? Arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devrez poser la formule énergie mécanique au point D est égale à énergie cinétique au point D plus énergie potentielle au point D. Énergie cinétique au point D doit être égale à combien? À 1,5 mg